une production du Studio SF. Pour la première fois de ma vie, je pense sincèrement être capable d'enrayer cet enjeu-là de mon vivant. On pense atteindre 10 à 12 millions de surplus alimentaires récupérés par année au Canada. Puis nourrir de façon récurrente 10 à 12 millions de Canadiens en mettant en place le programme. Il y a 64 millions qui est investi en mesures alimentaires au Québec. Ça représente 34 sous par enfant par jour. Un repas de la cantine, c'est à peu près 6 $ pour y arriver. Puis un petit déjeuner, 3,5 à peu près. Tu comprendras que 34 sous, là, ils nous amènent pas très loin comme société pour nourrir les enfants qu'on a à nourrir. On pourrait fermer les yeux, hein, comme on fait pour plein d'affaires, puis pas s'engager là-dedans. Elle est plus là physiquement. Moi, je suis là physiquement, puis je fais rien. Puis j'ai l'impression qu'elle est descendue me donner un coup de pied dans le derrière en disant « Qu'est-ce que t'attends, là? C'est quoi que t'attends? » Ben non, on peut pas dire non à Jean-François parce que Jean-François, il arrive avec son authenticité, un track record qui est prouvé, puis un engagement de livrer en marchandises. Puis les gens, là, sont tannés. Ils veulent ça. Bonjour tout le monde à la maison, en train de faire de la comptabilité, du sport. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, les amis, pour un autre épisode. Un épisode que j'ai hâte de vous faire découvrir. Je suis vraiment chanceuse de rencontrer autant de gens inspirants et le fun et d'avoir la chance de pouvoir vous les faire découvrir. Je vais commencer par remercier notre commanditaire qui est EasySign. EasySign, c'est une solution de signature électronique. Est-ce que vous avez déjà été dans une situation où vous deviez envoyer un contrat et là, vous l'envoyez, vous attendez la signature, vous attendez le retour de courriel et c'est long avant de le recevoir? Avez-vous pensé que peut-être que c'est parce que la personne, elle ne sait pas comment le signer, elle ne sait pas si elle doit l'imprimer, elle ne sait pas si... Et avec une solution comme EasySign, qui est une solution 100% québécoise, bien à ce moment-là, on raccourcit ce délai-là et on signe ses contrats, ses offres beaucoup plus vite. Je vous invite à les découvrir et je les remercie du plus profond du cœur de soutenir le balado parce que c'est grâce à eux, entre autres, qu'on peut vous apporter ce contenu de haute qualité semaine après semaine. Alors, sans plus attendre, aujourd'hui, je vous présente Jean-François Archambault de La Tablée des Chefs. Bonjour Jean-François. Bonjour. Je suis très excitée de te recevoir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Ben moi, en fait, je suis d'abord un entrepreneur social engagé dans la création de la Tablée des Chefs. Donc, j'ai fondé la Tablée des Chefs il y a maintenant 23 ans. Et je suis papa de 5 enfants, wow, dont des jumeaux de 6 ans, dont 4 filles et un garçon. Puis je suis une personne très passionnée dans la vie, gourmand, gastronome et sportif aussi. J'aime bouger, puis j'aime les défis. Et aujourd'hui, on va parler de la trame narrative de l'épisode. Ça va vraiment être l'implication communautaire, l'implication sociale, le bénévolat. Pourquoi, comment on peut s'impliquer, comprendre aussi ta réalité d'entrepreneur d'une OBNL, ce qui te motive, ce qui te passionne. Et on va parler aussi beaucoup d'alimentation parce que justement, c'est une cause qui te tient très à cœur. Mais j'ai l'impression que c'est un épisode qui va apporter beaucoup de valeur aux gens parce que ça va peut-être aider à comprendre pourquoi on devrait s'impliquer, comment on devrait le faire, qu'est-ce que ça peut nous ramener en tant qu'humain. Oui. Et qu'est-ce que ça nous rapporte en tant que société aussi et l'importance de choisir stratégiquement ses causes. Oui. Toi, Jean-François, pourquoi l'entrepreneuriat social? C'est quoi la motivation derrière? Qu'est-ce qui se passe dans ta jeunesse, par exemple, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est ce que tu fais au quotidien? Je pense que ça part des valeurs que mes parents ont voulu nous inculquer. Tu sais, très jeune, moi, je suis né à Huntsic. À 1 an, on a déménagé à Laval,
à Champfleury, qui est un quartier où il y avait 6 maisons. Ils venaient de dézoner pour construire le quartier. Puis mon père a fondé le premier club optimiste à Laval. Fait que mon père déjà était très impliqué dans la collectivité. Mon père était avocat, entre autres de la Société des chefs cuisiniers pâtissiers du Québec, donc très proche de la communauté des chefs et tout ça. Donc l'entrepreneuriat social, pour moi, en fait, c'est venu par après parce que je pensais jamais un jour travailler en faire un travail. OK? Je pensais jamais qu'un jour, j'aurais une entreprise sociale. Je pensais que c'était un projet parallèle dans lequel j'allais pouvoir m'investir, puis qui est venu par un constat très clair qu'il y a des gens qui ne mangent pas, il y a des gens qui ont besoin de nourriture, et il y a du monde qui jette de la nourriture. Dans mon industrie. Donc, en étudiant en gestion hôtelière, comme fin d'adolescence, début de jeune adulte, à l'ITHQ, c'est là que j'ai pris le constat de toute la dimension du gaspillage alimentaire dans l'industrie de l'hôtellerie, de la restauration et des services alimentaires. Fait que ça a été l'élément déclencheur qui a fait que j'ai voulu comme gratter un petit peu plus loin pour dire ça fait pas de sens, essayons d'attaquer ça, puis c'est ça qui a parti toute l'affaire. Donc, en fait, c'est la façon dont tu es élevé avec des valeurs où ce que tu vois tes parents qui s'impliquent dans la communauté. Qu'est-ce qui, en tant que petit gars, te souviens-tu comment tu percevais ça? Tu disais-tu, mon Dieu, c'est tellement hot. Ton père aidait-tu à démocratiser un peu, à l'expliquer à l'enfant, l'ado, pourquoi papa il fait ça? Ouais, ben, je pense que d'abord, on était très choyés, là, on n'a jamais rien manqué. Et on était gâtés, on était privilégiés. J'ai une sœur plus vieille, un frère plus jeune. Puis, on a toujours eu ce qu'on avait de besoin, puis même plus, Puis, on allait en vacances, on allait dans le Maine faire du camping. Puis, tous les étés, mon père fermait le bureau. Un mois de temps, on partait. Puis on allait dans le Maine, sur le bord de la mer, à Ogunquit, presque tous les étés. Puis, mais je te dirais que là où c'était marquant, c'était avec l'implication que ma mère et mon père avaient avec la communauté plus fragilisée de Sainte-Rose. Nous autres, à Champfleury, on était dans notre bulle, puis on voyait pas vraiment la pauvreté ou la détresse. Quand tu te promenais dans certains quartiers de Sainte-Rose, tu pouvais la voir, mais nous autres, on la voyait pas. Puis à 8-9 ans, tes parents veulent même te protéger pas te protéger, mais tu vis ta vie, puis tu es un peu dans ta bulle, c'est ça. Puis, dans le fond, là où vraiment j'ai pris conscience, c'est quand on passait la guignolée. Le matin, nous autres, on trouvait ça bien drôle parce qu'on faisait sonner la cloche. On avait chacun une cloche, puis là, on réveillait le monde le samedi matin pour ramasser des vêtements. Puis on avait les camions de la Poste qui venaient, les gars de la Poste qui venaient nous aider avec leurs camions. On avait 5-6 camions qui nous suivaient. Puis on faisait tout le quartier, on ramassait des denrées non périssables, des canages, on ramassait de l'argent dans des cannes, on ramassait des vêtements, des jouets. Puis là où j'ai pris toute la dimension, c'est quand on s'est retrouvés dans le sous-sol de l'église, parce qu'on ramenait tout ça dans le sous-sol de l'église. Puis là, il y avait des madames bénévoles qui nettoyaient des jouets pour les enfants, puis qui refaisaient des beaux paniers, vraiment comme... Tu sais, quand t'es enfant, puis que, mettons, tu veux un G.I. Joe ou un Transformer, tu peux pas t'imaginer qu'un enfant serait content de pas ouvrir une boîte neuve avec le nouveau, là, le plus récent, ou celui-là que t'as vu à la télé, ou tu sais, les lutteurs de la WWF qu'on voulait, qu'on rêvait d'avoir, Macho Man, tu sais, ou des trucs comme ça. Puis là, tu dis, je veux pas avoir je veux pas avoir ça, tu sais, déballé déjà, tu sais, je veux pas. Fait qu'à quelque part, mon père, quand il nous a amenés dans un appartement avec le même nombre de personnes qu'on avait chez nous, on était 5 chez nous. Puis là, on était dans un petit appartement très étroit. Il y avait juste 2 chambres. Tout le monde vivait là. Puis quand on est arrivé avec les boîtes de nourriture puis les jouets, puis qu'on a vu que les enfants étaient quasiment plus contents de recevoir les jouets usagés qui avaient été nettoyés puis qui avaient été remis avec des boucs, puis tu sais, ils avaient remis ça comme si c'était neuf. Ils étaient plus contents que nous autres, quasiment, que nous autres, on recevait. Fait qu'on était un peu trop gâtés, si tu veux, qu'à quelque part, c'est comme un... Et ça, pour moi,
ça a été une première prise de conscience de comment apporter du réconfort à des personnes qui sont plus en difficulté, puis notre rôle aussi, l'empathie, en fait, de comment tu peux te mettre dans les souliers de l'autre, tu sais. Puis l'empathie, je pense à ma mère qui aidait les personnes aînées et tout ça, tu sais, ça faisait partie de notre environnement quand on grandissait. Puis ça a toujours été quelque chose que si t'es bien dans la vie, si t'es gâté, t'es bien, t'es privilégié, tu manques de rien, il faut que t'aides les autres. Tu sais, c'est même pas une question, c'est si on veut un équilibre dans notre société, là, on veut moins de violence, on veut moins d'itinérance, il faut s'investir un peu, il faut aller essayer de chercher cet équilibre-là. Puis c'est pas juste la responsabilité du gouvernement, c'est la responsabilité de tous de créer cet équilibre-là. Sinon, il y a des disparités, il y a des creux qui se font, et ça devient de plus en plus difficile. Puis là, après, on se demande pourquoi il y a des quartiers où est-ce qu'on veut plus aller parce que c'est trop dangereux, où il y a trop de violence. C'est parce qu'on a laissé des gens de côté. On a laissé des gens, on a tassé des gens, puis on a marginalisé des gens. Puis quand on s'intéresse à des jeunes, par exemple, issus de la protection de la jeunesse, qui n'ont pas eu de chance dans la vie, puis qui n'ont pas choisi leurs parents, tu sais, comme on fait à la tablée, entre autres, ben on comprend que tous les jeunes, peu importe le contexte, méritent une chance. T'sais. Fait que moi, j'ai eu cette chance-là. Fait que ma chance à moi, après, c'est quoi? Ben, c'est à moi là, de redonner. Puis je l'ai réalisé un peu tard dans le sens où je me cherchais beaucoup, tu sais, comme jeune, là, tu sais, écoute, j'ai parti ma première petite entreprise à 15 ans. Mon père a racheté des clients le neveu de mon voisin avait des contrats de pelouse, OK? Puis lui était rendu à l'université, puis mon père a payé 500$. Oh. Il a acheté 2 tondeuses, 2 weed eaters, puis 2 fils, tu sais. Puis avec mon oncle, puis mon cousin qui a le même âge que moi. Puis on a parti les tondus, OK? C'était comme mon oncle était CFO de BCP, l'agence de pub. Puis il a donné ça à une petite boîte, puis là, c'est comme, pourrions-nous vous faire la cour, tu sais? Fait que ça, c'était notre premier petit pamphlet. On va porter ça aux portes. Mon cousin puis moi, on a 15 ans. Puis là, on passe de 10 à 20 clients, puis on fait la cour des gens, tu sais. On tourne le gazon, on fait les piscines, tout ça. Fait que ça a été ma première petite expérience d'entrepreneuriat. Puis à 19 ans, j'ai parti mon école de ski dans le quartier, à Champfleury. Moi, j'enseignais le ski à 16 ans à Vallée-Bleue, puis après ça, au Mont-Olympia. Puis à 19 ans, je voyais les parents qui arrivaient là, dans le bas des pistes puis qui n'avaient pas envie d'être là, qui s'étaient levés à Laval ou à Boisbriand ou à Terrebonne à 7 h le matin pour amener les enfants au cours de ski à 8h30 au bas des pistes, puis qui allaient au bar, puis quand l'enfant il finissait son cours, ciao bye, on rentre dans l'auto puis on s'en va, au lieu de skier toute la journée puis d'en profiter, tu sais, que l'enfant puisse... Et je me disais, hey, moi, je trippe à faire du ski, là. C'est quelque chose que j'adore, tu sais, que j'ai fait toute mon enfance. J'ai dit, je vais aller les chercher, moi, ces enfants-là, puis je vais les amener dans un autobus, puis les parents vont juste venir les reconduire au coin de la rue, à Sainte-Rose, dans mon quartier. Fait qu'avec le club optimiste, le centre communautaire, j'ai parti mon premier club de ski, puis j'ai rempli un autobus la première année, puis la deuxième année, j'ai rempli un deuxième autobus, puis après ça, j'ai resté ça comme ça, puis mes chums, qui étaient enseignants de snow puis de ski, je les ai engagés. Fait qu'au lieu, ils faisaient le même argent qu'ils faisaient en 2 jours sur une montagne, mais ils venaient à une journée, le samedi, puis on allait sur la piste de ski, puis on revenait à la fin de l'après-midi, puis on ramenait les enfants. J'adore ce business model-là. Fait que ça, c'était le... Pourquoi ça n'existe non, plus? Non, mais tu sais, ça fait qu'après, je l'ai donné à mon frère. Mon frère a continué la petite business du club de ski avec un autre de nos amis. Puis moi, ben c'est ça, Geneviève est tombée enceinte de Daphné, ma première fille, puis j'ai déménagé sur la Rive-Sud. Fait que c'était un petit peu plus compliqué, fait que je l'ai laissé aller, tu sais, mais... Mais on dirait qu'il y a plein d'éléments dans ce que tu viens de dire qui expliquent un peu, tu sais, comme par exemple... Tu sais, ton oncle qui développe un peu une image de marque. Ouais. Fait que, tu sais, déjà là, assez jeune, tu comprends, j'imagine, l'importance du branding, puis de la communication, puis du marketing. Puis quand te donnait un flyer, comme écrit à Excel, 450, puis ça, la réaction chez les gens, puis la conversion doit être vraiment meilleure. Fait que, tu comprends ça. Tu comprends l'implication sociale. Juste pour te dire, j'avais vraiment des frissons quand tu parlais de ça. Parce que je pense qu'aussi, en tant que parent, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, mais on se pose beaucoup la question, justement, c'est quoi
C'est quoi les bons coups qu'on peut faire? Comment on peut inspirer nos jeunes à inculquer ça, apporter ces valeurs-là, mettons, à s'impliquer bénévolement. C'est comme ça que tu élèves tes enfants. J'imagine qu'ils ont été très initiés très tôt au bénévolat. Oui, c'est sûr. Les filles ont été très impliquées puis sont toujours très impliquées avec tu sais, ma fille est partie l'autre jour, elle a ça, 15 ans, puis elle a fait on l'a aidé à faire son CV, tout ça, tu sais, elle a pris l'initiative, elle s'est assise, puis là, on l'a comme encadré avec ça, mais après elle est partie, puis elle s'en allait toute seule pour aller offrir le service de gardiennage. Elle a fait son cours de gardiennage averti, elle a fait sa croix de bronze, tu sais, elle a fait, tu sais, elle s'en va pour être sauveteur. Puis là, elle est allée déjà, les gens rappelaient, puis là, de fil en aiguille, elle revient, puis là, elle a 6-7 personnes après 2-3 semaines chez qui elle peut aller garder, tu sais, puis tout ça. Puis là, elle génère son propre argent, puis elle est contente, puis elle est fière. Ça donne beaucoup d'estime de soi. Ça te donne tes premières traces, là, tu sais. Puis ça, c'est super important. Mon autre fille, Naomi, je l'avais l'auto. Puis dans l'entrée, puis là, elle dit, peux-tu prendre ta chaudière, puis les guenilles, puis tout ça, puis le savon, puis... Elle dit, je vais aller offrir aux voisins d'aller laver leur auto. Puis là, elle part avec les chaudières, les trucs. Puis là, elle revient, elle dit, il y a 3 personnes qui veulent que je lave leur auto, papa, je leur ai chargé 10 $, tu sais. Fait que là, j'ai dit, c'est correct, Naomi, tu sais. Puis là, après... On a eu la conversation, OK, est-ce que tu sais que le savon, ça coûte des sous? Les guenilles, ils coûtent des sous? Ça, fait que là, à la fin, tu sais, j'ai tout laissé. J'ai pas chargé pour le savon. Mais tu comprends? Juste comme ramener, tu sais, peut-être que 20 $, ça aurait été correct, Naomi, tu sais, puis juste fait que c'est ces discussions-là qui sont très porteuses, c'est une forme embryonnaire d'entrepreneuriat, des fibres entrepreneuriales qui vont t'amener de la débrouillardise, qui vont te faire sortir de situations, d'obstacles, toute cette créativité-là. Pour moi, c'est sûr, c'est hyper inspirant, puis ça fait partie de mon ADN. Tu sais, je pense même que je le savais même pas, mais tu sais, il a fallu... Tu sais, moi, je pouvais pas... Une des choses, là, je te dirais, qui est intéressante, c'est que à 14 ans, je me rappelle, ma première job, avant les tondus, là, j'ai été travailler chez Loca, OK? Pépinière Loca à Laval. Okay. Une des plus grosses pépinières à Laval. Puis Yolande Loca, monsieur Loca, c'est un grand monsieur, tu sais, vraiment, un entrepreneur, tu sais, très, très, très à son affaire, très... puis avec sa femme, les deux sont là, ils gèrent ça. Puis moi, je suis comme commis en avant, puis je place... les sacs de terre, les trucs, j'amène ça aux autos pour puis je nettoie, je passe le balai, je vais ramasser les mauvaises herbes d'un serre, il y a des grosses serres de production et tout ça. Puis, mais tu sais, j'ai toujours analysé mes patrons. Fait que, tu sais, je me souviens, là, puis ça, je te dis, dans chaque emploi que j'ai eu, j'avais un regard sur la personne qui me dirigeait. Puis je me questionnais déjà à cet âge-là sur comment moi je serais si j'étais le patron. Si j'étais dans sa position, comment je serais avec les employés? Je parlerais-tu comme ça aux gens? J'aurais-tu cette posture-là et tout ça? Tu sais, c'est drôle quand même comme réflexion. Tu te dis, ah, OK, mais tu sais, peut-être que j'avais rien à faire dans mon travail puis que c'est comme ça me trottait dans la tête, mais à quelque part, je définissais mon style de leadership. Tu sais, moi, quand je vais être là, puis j'avais hâte, tu sais, même à 14 ans, j'avais hâte d'être patron, j'avais hâte de saisir. Je comprenais que je pouvais pas le faire à cet âge-là, mais tu sais, à 15 ans, on a dirigé notre propre petite affaire, tu sais, puis après ça, le club de ski, tout ça, c'est toutes des expériences qui m'ont amené à définir mon style de leadership. Puis j'ai eu une brisure à un moment donné quand j'ai travaillé pour Fairmont. J'ai travaillé au Château-Vaudreuil quand je suis sorti de l'ITHQ à 21 ans, aux ventes, puis au banquet. Je faisais les banquets, tout ça. Puis c'est là que j'ai vu énormément de gaspillage alimentaire, de la nourriture qui était jetée, des mariages, là. Tu sais, déjà, les gens ont mangé trop. Puis là, ils sortent la sweet table avec les cascades de fruits, la pizza, les sandwichs et tout ça.
80% de la nourriture revient en cuisine à la fin de la soirée, puis tout ça est jeté aux poubelles. Ça c'était... Et à travers les différents emplois, quand j'ai travaillé après à Tremblant, puis après ça pour Marriott, tu sais, je savais que j'avais un potentiel en moi. Il y avait quelque chose en moi qui sommeillait, puis qui bouillonnait, puis je savais pas comment gérer ça. Tu sais, dans le sens où je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire. Tu sais, je savais pas, en fait... souvent, je me souviens, je me suis assis avec Daniel Germain à un moment donné, puis j'ai dit, « Hey, toi, là, quand t'as parti du Club des petits déjeuners, là, je dis, quand est-ce que t'as su qu'il fallait que tu te laisses tout, puis que tu fasses juste ça, puis que tu te lances, là, tu sais? Fait que Daniel dit, on déjeune ensemble, tu sais, puis il dit, tu vas le savoir. Je suis comme, sérieux? C'est ça ta réponse, comme, tu vas le savoir. J'avais le goût j'étais comme, tu vas le sentir, tu vas le savoir. Puis j'étais comme, merde, c'est pas ça que je veux comme réponse, tu sais, je veux savoir c'est quoi la date, tu sais, genre, c'est quoi la date où est-ce que je peux comme faire le saut, tu sais. Tu voulais un chiffre, là, rendu je voulais que ce soit clair parce que ça me démangeait, tu sais, c'était comme, hey, j'ai envie de... En fait, ce que ça signifiait, c'est que j'avais vraiment envie de le faire, mais que j'avais la chienne. Tu sais, j'avais peur. J'avais peur de quoi, dans le fond? Mais tu penses que tu avais... Puis je veux pas te challenger tes émotions. Là. Tes émotions sont valides. Mais des fois aussi, le temps que tout se place dans notre tête, tout commence à faire du sens, que les astres commencent à s'aligner. Fait que, tu sais, il y a comme cette période d'incubation-là aussi où... Oui, je suis sûre qu'il y a de la peur, mais aussi, à un moment donné, il faut que les éléments se placent dans la vie. C'était plus la peur ou cette notion-là que c'était peut-être pas 100% clair non plus dans ta tête, non, la vision. Ce l'était pas, effectivement. Puis est-ce que j'avais mûri ça assez? Puis tu sais, quand tu penses au moment où je l'ai fait, le saut... Ça, c'est quand? Ça, c'était clair. Tu sais, comme... Quand j'ai fait ça... Fait que un matin, tu t'es levé, puis C'était un soir. Ah, un soir. Il y a deux moments. Il y a le moment où, quand j'ai décidé de partir la tablée, je venais de perdre ma mère. Ma mère, elle a été diagnostiquée d'un cancer à 39 ans. Okay? Un été, on est dans le Maine en vacances, en camping, puis on est autour du feu, puis ma mère et mon père nous réunissent. J'ai 14 ans. Puis mon petit frère a 11 ans, puis ma soeur a 17 ans. Puis là, ma mère nous explique qu'elle a un cancer, puis qu'elle va passer à travers différents traitements, puis qu'elle va essayer de gérer pour qu'elle soit mieux, tu sais. Et elle nous a partagé que ça se pouvait qu'elle décède de ça, tu sais, avec un horizon de 2-3 ans, tu sais. Fait que là, t'es comme, OK, la personne que j'aime le plus au monde, je vais peut-être la perdre, tu sais. Puis là, comme adolescent à 14 ans, ça a été vraiment dur. Très, 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 très dur. Très dur dans le vivre en vivant mon adolescence en même temps, vivant toutes sortes de choses, tu sais, je le vois avec mes ados. Fait que ça, pour moi, ça a été difficile. Puis quand j'ai commencé... Juste pour qu'on sache... Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui... Ma mère, elle a tout changé sa façon elle a commencé à faire de la méditation. Elle a fait un paquet d'affaires. Elle mangeait déjà bien, elle cuisinait exceptionnellement, mais elle a changé, tu sais, pour le bio. Elle s'est reconnectée sur, tu sais, on allait chez Taux. Moi, Taux, là, les premiers, on allait là. J'allais là sur une année avec ma mère. Tu sais, puis là, on allait acheter du millet. Elle faisait son végé pâté. Elle faisait toutes ces affaires. Tu sais, elle a comme, pas qu'elle est devenue grano, là. C'est comme, elle a revu son alimentation. Puis c'est devenu une partie importante de sa guérison, puis de son bien-être. Et son bien-être aussi sur la méditation, la réflexologie et tout ça. Elle a commencé à faire des cours pour donner des massages shiatsu. Elle allait dans les résidences de personnes aînées, puis elle allait redonner aux personnes aînées. Ça y apportait énormément. Fait que je voyais tout ça, moi, tu sais. Puis là, je me disais, ça, qu'elle est malade, tu sais. Puis c'est elle qui a besoin d'aide, tu sais. Elle donne aux autres. Encore là, ma mère, c'était la personne qui avait le plus d'empathie au monde, tu sais. Fait que vous voyez le don
de soi qu'elle avait, puis ça m'impressionnait en fonction de tout ce qu'elle vivait aussi. Ma grand-mère aussi a été très malade après le décès de mon grand-père, puis en hyperalimentation, elle devait avoir de l'aide presque à tous les jours. Ma mère, elle allait là aussi, puis elle allait aider, puis elle avait ses traitements et tout ça. Fait que ça a été une période, puis ça a duré 10 ans, OK? Puis quand j'ai commencé au Château-Vaudreuil en 97, en 2000, ma mère est rentrée à l'hôpital pour la greffe de moelle osseuse. Moi, je venais d'accepter un poste à Tremblant, au Fermont-Tremblant, au ventre. Je quittais la maison. J'avais un premier appart, j'avais 24 ans. Ma soeur avait déjà quitté, mon frère est resté avec mon père. Puis, j'avais envie de montrer mon premier appart à ma mère, tout ça. Puis là, elle rentre à Sacré-Cœur. Elle rentre pour la transplantation et radiation de la moelle osseuse, qui est comme la dernière étape qui peut permettre la guérison du type de cancer qu'elle avait. Et au bout de 2 jours, son oncologue, il dit « Ça sert à rien de continuer, M. Archambault. » Il dit ça à mon père, puis on est là, puis elle passera pas à travers. 100% de chance qu'elle passe pas à travers. C'est 5 jours de chimio intense là, pour irradier la moelle, puis réinjecter en tout cas, tout un processus. Fait que 100% de chance qu'elle passe pas à travers. Si on fait juste arrêter dans 1 mois à peu près, avec de la morphine, tout ça, on va traiter en palliatif. Fait que là, ça voulait dire que elle allait nous quitter, tu sais. Fait que le 28 mai 2000, elle est décédée. Et moi, je commençais le 4 juin au Fermont-Tremblant. Elle n'a jamais vu mon appart. Ceci dit, quand je suis arrivé à Tremblant, j'ai été accueilli dans une famille. Vraiment, c'était super. Toute l'équipe, c'était vraiment... J'étais comme un enfant. Là. C'était vraiment un bel environnement. J'étais un skieur. Travailler à Tremblant, c'était un rêve pour moi aussi. Je skiais, je revenais. J'étais à côté du Chanteclair, dans la montagne. Je prenais mes skis. J'allais skier presque tous les jours en revenant de travailler. Fait que tu sais, je me suis connecté beaucoup là-dessus, tu sais, avec la peine que je vivais, puis la colère que j'ai eue de voir qu'elle nous quittait si jeune, à 49 ans, tu sais. J'ai 49 ans aujourd'hui. Fait que beaucoup trop tôt, là, tu sais, je peux pas imaginer les enfants, tu sais, je me remets là, dans une situation où... Fait que quand tu regardes tout ça, 1 an plus tard, en 2001, je suis dans mon bureau à Tremblant, puis là, je suis comme, OK... Là, j'ai des idées de mettre en place la récupération alimentaire dans notre industrie, dans le milieu, tout ça. J'ai des coupures que j'ai imprimées dans une filière, puis c'est comme une filière de projet, tu sais, puis c'est comme, je fais rien, tu sais. Puis là, je me dis, elle est plus là physiquement, moi, je suis là physiquement, puis je fais rien. Tu sais, je me suis senti comme un peu selfish, là, tu sais, comme de dire, je fais rien pour développer mon projet. Si elle était là, peut-être qu'elle m'inspirait à le faire. Fait que c'est comme une discussion qu'on a eue ensemble, puis j'ai l'impression qu'elle est descendue me donner un coup de pied dans le derrière en disant « Qu'est-ce que t'attends, là? C'est quoi que t'attends? » Puis là, j'ai appelé mon père, parce que mon père, comme j'ai dit tantôt, c'était le conseiller légal des chefs au Québec. Puis là, j'ai dit je sais, c'est-tu vrai ça qu'un chef peut être reconnu coupable d'une intoxication alimentaire s'il donne à manger à une personne itinérante ou qui distribue de la nourriture? Puis là, mon père a travaillé à la refonte du Code civil, puis il est arrivé avec l'article 1471 du Code civil, qui est le Code du bon samaritain, qui dit qu'on doit aider notre prochain sur les besoins de base. Et se nourrir étant un besoin de base, on se doit d'aider notre prochain qui ne mange pas à manger. Et donc là, j'ai dit, OK, fait que c'est quoi l'affaire? T'sais, d'abord, c'est une légende urbaine qu'un cuisinier peut être poursuivi. Fait que toutes les DG qui me racontent ces peurs-là, c'est des fausses peurs. T'sais. Fait que là, faut défaire une légende urbaine. Hey, moi, c'est ce que je fais depuis 20 ans, défaire une légende urbaine. Puis dire à tous les cuisiniers puis à tous les DG d'hôtel, hey, arrêtez là, redistribuez votre nourriture puis nourrissez les gens. Puis on a commencé au Centre Bell en 2005. Avec 100 000 portions récupérées en 42 matchs, 10 tonnes de nourriture qui jetaient aux poubelles. Puis que Pierre Boivin, qui a été le premier à m'aider, a dit JF, je pense qu'on jette trop de nourriture. Toutes les hôtesses nous le disent. Tout ça, ils veulent tout voir ça prendre place. Mon chef, Gilles Saint-Hilaire, avec Lévi, tout ça, si tu veux, on met ça en place.
Puis c'est là que ça a été la première récupération qu'on a faite, c'était au Centre Bell. Puis on a nourri 100 000 personnes dans la première saison, où on a récupéré la bouffe des loges, tous les buffets, toute la belle bouffe. Là, tu sais, c'est pas... on parle il y a les hot dogs aussi qui sont récupérés, mais cette nourriture-là est exceptionnelle, puis là, était jetée. Et donc, aujourd'hui, tu sais, on le fait dans 350 établissements à travers le Canada. On a presque toutes les équipes de la Ligue nationale jusqu'à Vancouver. Puis on nourrit 3 millions de personnes par année juste avec de la bouffe qui aurait été aux poubelles. Incroyable. Est-ce que tu peux nous donner un peu un aperçu de la situation alimentaire au Québec? L'écosystème de sécurité alimentaire, tu sais, à la base, on pense aux banques alimentaires. Banque alimentaire Québec, toutes les banques alimentaires régionales dans toutes les régions du Québec qui font un travail de base d'aller chercher toute la bouffe qui est dans les épiceries, les grossistes, les fermiers, toute la nourriture en plus grande quantité, OK? Puis eux ont chacun des organismes qui vont recevoir de la nourriture parce qu'ils vont être bénéficiaires de cette nourriture-là que la Banque alimentaire va avoir été chercher. Les banques alimentaires, de façon générale, vont subvenir à peu près 50% des besoins de nourriture des organismes communautaires bénéficiaires. Ça veut dire que l'autre 50%, les organismes doivent aller sur le terrain, trouver d'autres sources d'approvisionnement et certains acheter de la nourriture. Beaucoup d'organismes achètent individuellement et n'ont pas de pouvoir d'achat. Donc, vont travailler en silo, puis il y a certains organismes qui vont travailler ensemble, puis qui vont acheter des denrées ensemble, mais il n'y a pas vraiment de pouvoir d'achat. Donc, ça coûte très cher d'acheter des denrées et cet argent-là est levé par des levées de fonds corporatives ou des soupers bénéfices ou des trucs comme ça, où on mobilise le milieu des affaires pour lever de l'argent, puis après ça, on s'en va payer le plein prix, ce qui fait aucun sens. OK? Donc, je te dirais que une des choses qu'il faut absolument adresser, c'est la distribution alimentaire dans le secteur et la distribution complémentaire au travail des banques alimentaires. C'est-à-dire que quand on achète du riz, bien, un paquet de monde qui a besoin de riz. Fait que pourquoi qu'on n'achète pas du riz en grande quantité, dédié au milieu communautaire et redistribué aux 500-600 organismes communautaires, 1000 organismes communautaires au Québec? Fait qu'il n'y a pas de distributeur alimentaire social. Tu sais, à portée sociale, il n'y en a pas. Donc, et les banques alimentaires, avec l'infrastructure qu'ils ont, peuvent pas nécessairement jouer ce rôle-là parce que c'est pas dans leur ADN en économie sociale, je te dirais, dans le modèle qu'ils ont. Certains vont le faire, certains vont acheter des denrées pour redistribuer à leurs organismes. Puis ça, c'est bien, mais il y a tellement d'organismes, il y a tellement de besoins, puis il y a tellement de silos à briser pour pouvoir créer ce réseau-là. Fait que ça, c'est une des choses que je pense qu'il pourrait apporter parce que le coût des denrées est tellement important. Puis la pression, quand le gouvernement n'a pas d'argent à donner en supplément aux organismes communautaires, bien, les organismes se retournent vers le milieu des affaires pour lever des fonds, puis sur la philanthropie aussi, les fondations familiales qui vont soutenir des centraides et tout ça aussi, qui vont soutenir les organismes en complément de ce qu'ils ne pourront pas aller chercher en dons purs alimentaires des banques alimentaires. Fait que c'est un écosystème qui est fragile. C'est un écosystème aussi dans lequel les gens travaillent à bout de bras. Et nous, la tablée, on intervient sur la portion de nourriture préparée qui est prête à servir. Donc, on travaille énormément avec des organismes en itinérance qui servent des repas à tous les jours parce que c'est une nourriture qui est disponible, accessible et prête à servir. Donc, nous, c'est cette portion-là. Puis nous, cette portion-là représente à peu près 10% de part, si on veut, là, pour venir essayer d'augmenter l'apport en denrées pour les organismes de première ligne en sécurité alimentaire. Donc là, tu travailles avec 350 entreprises qui jetaient de la bouffe auparavant et qui, là, vous retournent tout leur gaspillage alimentaire. Pour un président d'entreprise, est-ce que c'est compliqué de mettre ça en place? Non. Souvent, là, un directeur général, mettons, d'un hôtel ou un propriétaire d'hôtel, aujourd'hui, me rend compte, là, ils disent « Ah, ben oui, ça fait du sens, tout ça. » Puis, tu sais, le chef, mettons, là, ça fait 4 ou 5 ans que j'essaie de rentrer dans place. Puis là, le chef, mettons, il dit « Oui, les chefs, là, sont tous pour ça, OK? » Je connais pas un chef qui est contre récupérer ses surplus alimentaires.
Souvent, où ça va bloquer, c'est à la direction générale ou à l'administration. Et là, souvent, un hôtel, par exemple, va avoir un groupe de propriétaires. Puis là, quand les avocats se mettent là-dedans et tout ça, fait qu'il a fallu adresser ça à un moment donné. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Éric Gosselin de McCarthy. Et McCarthy est devenu notre cabinet d'avocats pro bono pour tous nos services légaux. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'avec Éric, on a monté, dans le fond, une entente qui vient enlever la responsabilité légale, signifier le Code du bon samaritain, clarifier toute cette dimension-là pour que tout le monde embarque de la direction générale jusqu'en cuisine. Et l'autre affaire, c'est, souvent, je vais dire aux directeurs généraux, vous êtes pour la récupération alimentaire, mais avez-vous déjà eu la conversation avec votre chef que vous êtes autant convaincu de vouloir faire ça? Parce que votre chef, il n'est pas sûr. Fait que, ayez la conversation. Ayez la conversation qui n'a jamais eu lieu avec votre équipe de cuisine. Parce que si tu fais un sondage aujourd'hui auprès du personnel de service dans les hôtels, banquets, tout ça, le personnel de service au banquet et en restauration, et que tu fais un sondage auprès du personnel de cuisine à savoir est-ce qu'eux voudraient que tous les surplus soient récupérés, ils vont à 100%, tu vas avoir 100% de score dans ton sondage. Là où ça bloque, c'est si la direction générale n'est pas claire dans son intention de favoriser la mise en place d'un programme, c'est là que ça va bloquer. Fait qu'on le voit tout de suite. Quand il y a un leadership positif qui vient signifier l'intérêt, puis que l'intérêt est là, après ça, là, c'est un walk in the park. Là. Ça va très, très bien, puis c'est très facile à implanter, puis ça prend quelques semaines à implanter, parce que nous, dans le fond, on est entremetteurs. Hein? On met en place le programme dans l'établissement, on fait du coaching pour l'équipe de cuisine, puis on fournit tout clé en main. Les contenants, les sacs pour la boulangerie, les chaudières pour tout ce qui est liquide, la soupe, tout ce qui serait récupéré, qui serait liquide. Et après, on fait un jumelage avec des organismes de première ligne qui s'engagent à venir chercher de façon récurrente les surplus. Okay. Fait qu'on fait du matchmaking. Puis une fois que le match est fait, ben, la récupération est faite à chaque semaine, à 2 fois, à 3 fois par semaine. Puis c'est une relation qui se crée. Puis souvent, même, on le voit, les chefs vont venir même à l'organisme pour venir servir un repas, venir s'investir avec leur brigade en bénévolat, tout ça. Ça crée des liens. Fait que c'est 350 liens qu'on a créés entre des donateurs puis des receveurs, des organismes receveurs, qui sont actifs partout au Canada maintenant, de Victoria en Colombie-Britannique avec le Fairmont Empress, jusqu'à Halifax au Marriott Waterfront où on récupère aussi des surplus alimentaires. Et là, toi, tu sais, les gens qui nous écoutent, qui voudraient s'impliquer dans cette portion-là de l'histoire, ouais. Si j'ai un resto de quartier, est-ce que je peux vous appeler? Si j'ai, est-ce que ça prend une certaine taille? Est-ce que ça prend un certain... Souvent, les restos sont capables de gérer leurs pertes de façon très, très autonome, puis ils vont pas nécessairement avoir de tant de gaspillage alimentaire, OK? Là où il y en a, par exemple, un bon exemple, c'est des hôtels, des buffets. On vient de signer le Casino de Montréal. OK? On va être en implantation au casino. On va être sur tous les buffets, toute la nourriture va être récupérée 3 fois par semaine. OK? Quand tu as des banquets, des pauses café, des meetings, souvent, là, une salle de réunion où tu reçois des groupes et tout ça, c'est le type d'établissement. Après ça, l'événementiel. Fait que, tu sais, on était au Grand Prix de Formule 1, les lounges, tout ça, tout ce qui est traiteur. Fait que tous les traiteurs qui nous entendent, toutes les entreprises de traiteurs qui font de l'événementiel devraient mettre en place la récupération alimentaire dans leur processus. Et c'est facile. Soit qu'on le fait au venue, là, donc à l'endroit où vont se tenir les événements, que ce soit le Grand Quai, que ce soit n'importe où, en fait, on peut mettre en place la récupération.
On le fait au Parc Jean-Drapeau avec Oshiaga, avec le groupe CH. On travaille avec Live Nation à Budweiser Stage à Toronto. On travaille au Rogers Stadium. On a fait le show de Coldplay cet été. On a récupéré tous les surplus alimentaires. Fait qu'il n'y a pas de contexte dans lequel on peut pas le faire. C'est vraiment quand tu as un setup qui va générer, qu'on le sait, parce qu'on veut bien traiter nos gens. Par exemple, on reçoit un crew, là, le groupe, là, il y a 300 musiciens, il y a des accompagnateurs, tu veux nourrir tout le monde, ben, tu es généreux, tu les reçois comme il faut. On est à Montréal, on veut bien recevoir le monde. Ben, ça génère des excédents et c'est ça qu'on va chercher, puis ça permet de nourrir des gens. Et donc là, tu en as 350 qui sont embarqués dans cette entente-là. Il y aura un potentiel de combien? Il y en a-tu comme... Moi, je pense que c'est la première fois. Tu sais, quand tu commences, là, la montagne est grosse. Là on est comme... Tu commences, tu marches, puis tu marches plat, puis là, ça monte tranquillement, là, puis la montagne, tu vois pas, tu penses jamais que tu vas atteindre le sommet, OK? Pour la première fois de ma vie, je pense sincèrement être capable d'enrayer cet enjeu-là de mon vivant. Wow! Ça veut dire que de 3 millions de surplus récupérés sur une année, sur les 10 prochaines années, avant que j'aille mon anniversaire de 60 ans, je pense qu'on serait capable de faire le tour de tous les centres de congrès au Canada, tous les amphithéâtres sportifs, tous les grands événements, tous les traiteurs et tous les hôtels, tous les services alimentaires corporatifs. Tu as une grande entreprise, tu as 400 employés et plus, c'est sûr que tu as une cafétéria corporative que tu dois nourrir, puis qu'il y a des surplus alimentaires dans ta cafétéria. Fait que tu es une grande entreprise, on peut mettre en place le programme de récup dans ton entreprise pour récupérer les surplus. Fait que aller chercher tout ça, on pense atteindre 10 à 12 millions de surplus alimentaires récupérés par année au Canada. Fait que c'est plus que triplé, presque quadruplé sur les 10 prochaines années, puis nourrir de façon récurrente 10 à 12 millions de Canadiens en mettant en place le programme. Une des choses qui est intéressante aussi, c'est qu'à travers la mise en place du programme, on le voit là, il y a une conscientisation des équipes de cuisine, puis il y a une baisse de la quantité de nourriture récupérée une année sur l'autre. Fait que ça a un effet aussi de voir la réduction du gaspillage à la source. Et là, je vais me tourner vers mes auditeurs. Parce que j'ai des auditeurs qui sont très passionnés. Puis je suis sûre que tout le monde dans son entourage connaît un propriétaire de banquet, un DG d'une salle, peut-être la place où vous êtes mariés, peu importe. Et si ce que vous entendez présentement, ça vous inspire à vouloir aider un petit peu Jean-François pour qu'on règle ça d'ici les 10 prochaines années, je vous invite fortement à leur partager l'épisode parce que je pense que de t'entendre, ça nous donne envie. Là, c'est comme ça nous donne envie de t'aider, surtout quand on comprend qu'au final, c'est pas si compliqué que ça, puis ça se fait comme un peu... vous avez réussi à le positionner de façon assez organique, naturelle, puis de même s'impliquer bénévolement, là, d'être en contact avec les gens qu'on aide concrètement. Pour ça, ça doit avoir... quand on parle de... Souvent en business, on parle de retour sur investissement, mais d'avoir cette fierté-là qu'on a aidé à mettre ça en place, c'est le genre de truc dans une vie qui nous rend... Oui. Le plus dur, il est derrière. Tu sais, sérieux, les 20 années à le monter là, c'est là que ça a été le plus difficile. Tu sais, aujourd'hui, des employés qui rentrent dans mon équipe puis qui viennent dans le volet nourrir, qui viennent s'impliquer comme en coordination du programme de récup, puis qui voient aujourd'hui là où c'est, il faut leur donner la jeunesse quand même parce que ça n'a pas toujours été aussi facile. Tu sais, là, aujourd'hui, on coordonne des établissements qui sont super motivés, très engagés. Oui. Ça n'a pas toujours été le cas. Il a fallu éduquer, il a fallu changer la culture, changer l'ADN dans les organisations, puis changer cet écosystème-là qui était pas très proactif face à cet enjeu-là. Puis aujourd'hui, vraiment, je te dis, c'est beaucoup plus facile et c'est pour ça aussi que cette facilité-là ou enfin, là, tu dis enfin, là, tu sais, il était temps, tu sais. On aurait pu se décourager bien des fois, mais là,
c'est comme un vent dans la voile qui dit comme « Ah, yes, enfin, on va y arriver. On va le faire. » Chapeau. Tu nous expliques un peu la distribution, la situation alimentaire au Québec, au Canada, dans ce modèle-là de gaspillage alimentaire. Chez les gens, ça se passe comment? Chez nos amis québécois, ceux qui sont plus... Est-ce que les gens, ils mangent bien ces temps-ci? Ah, on le voit par l'alimentation scolaire. Tu sais, on est investi avec le club des petits déjeuners, la cantine pour tous, Équiterre, avec Atelier 5 épices, un paquet d'organisations autour de la coalition pour une alimentation scolaire. On a travaillé avec le gouvernement sur la mobilisation du gouvernement sur l'enjeu de la sécurité alimentaire dans les écoles, la mise à l'échelle du club dans des écoles dans lesquelles ils ne sont pas encore et d'autres programmes de déjeuner ou de collation, la mise à l'échelle de la cantine pour tous, donc d'un repas à l'heure du dîner, après le petit déjeuner, parce que beaucoup de directions d'école vont nous le dire. C'est bien, on a mangé le matin, mais si le parent n'est pas capable de mettre une boîte à lunch à son enfant, il y a des chances que le soir, quand l'enfant va revenir à la maison, il n'y ait pas grand-chose à manger non plus. Ce qui fait que le prochain repas, c'est peut-être le petit déjeuner suivant. Et ça, on ne le sait pas, parce qu'on ne rentre pas dans les maisons des gens. OK? Donc, cette incertitude-là et le fait qu'on ne le sait pas nous incite à vouloir bonifier les programmes d'alimentation scolaire pour rendre au moins accessible un repas au milieu de la journée. Donc, bonifier les petits déjeuners pour ceux qui n'en ont pas encore, parce qu'il y en a qui n'en ont pas encore. Mais aussi, c'est quoi le pourcentage des écoles qu'il y a au Québec qui ont le programme? Il y a encore presque la moitié du travail à faire pour rejoindre l'ensemble des besoins, même un peu plus que ça. Ça, est-ce que ça s'améliore dans le temps ou ça devient plus difficile? Je vais te donner une statistique que tu vas comprendre. Il y a 64 millions qui est investi en mesures alimentaires au Québec. Pour tous les enfants, pour tous les centres de services scolaires. C'est redistribué aux écoles à travers différentes mesures et ça sert à mettre en place des programmes d'alimentation scolaire dans les écoles. Ça représente 34 sous par enfant par jour. 34 sous. Un repas de la cantine, c'est à peu près 6 $ pour y arriver. Puis un petit déjeuner, 3,5 à peu près. Donc, tu comprendras que 34 sous, là, ils nous amènent pas très loin comme société pour nourrir les enfants qu'on a à nourrir si on décide que c'est ça qu'on veut, parce que on pourrait fermer les yeux, hein, comme on fait pour plein d'affaires, puis pas s'engager là-dedans. Fait que nous, à la tablée, on a lancé les soupes solidaires pour être capable, au moins, autour de 30 cents, de fournir une soupe à un enfant à l'école protéinée, végétale, avec la lentille qui vient de Regina, en Saskatchewan, et que les chefs cuisinent ces soupes-là pour redistribuer dans les écoles du Québec qui n'ont pas encore de deuxième repas, si on veut, dans la journée, en attendant la mise à l'échelle des programmes de la cantine puis des autres initiatives qui amèneraient un repas complet à l'heure du dîner pour tous les enfants qui en ont besoin au Québec. Fait que... Mais tu penses qu'il y en a combien? Tu dis, on le sait pas. Mais on a-tu une idée du pourcentage de jeunes qui potentiellement... Mettons, il y a combien de jeunes qui n'ont pas de boîte à lunch au Québec? Bien, je te dirais, en termes de... Il y a un enfant sur 4 qui est en situation d'insécurité alimentaire. Fait que, tu sais, calcule comme tu veux, la situation actuelle veut qu'il y a à peu près 500 écoles primaires actuellement qui n'ont pas ce qu'il faut pour accueillir l'enfant puis de lui fournir à manger pendant la journée, ou un budget trop serré pour être capable de faire quoi que ce soit. Et donc, ça va être à l'occasion différentes activités alimentaires qui vont être organisées, puis le reste du temps, ils vont distribuer des pommes, ils vont distribuer des yogourts, ils vont y aller en fonction de la réalité visuelle et émotionnelle de l'enfant avec les travailleurs sociaux, puis ceux qui vont être à même de voir comment l'enfant se porte ou à l'heure du dîner, d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Et ça, pour moi, c'est grave. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Ben,
sais, quand on pense que c'est un budget public, c'est de l'argent des payeurs de taxes qui sont redonnés pour payer ces services-là, il faut amener l'entrepreneuriat là-dedans. En économie sociale, comme le fait la cantine avec des traiteurs en économie sociale qui vont arriver à dire « Nous, on ne prendra pas de profit parce qu'on ne peut pas exiger un profit sur la tête d'un enfant pour le faire manger au Québec dans nos écoles si c'est payé avec de l'argent des contribuables. » Donc, moi, je pense vraiment qu'il y a tout un travail à faire pour amener des entrepreneurs sociaux, des traiteurs sociaux à avoir une plus grande portée, puis augmenter leur impact, puis surtout l'accessibilité de leurs services partout à travers le Québec pour diminuer les coûts d'accessibilité à la nourriture dans les écoles pour les écoles, parce que les écoles n'ont pas cette expertise-là. L'expertise, elle est pas là. Est-ce que tu crois à des modèles comme en France, par exemple, avec Sodexo? Est-ce que tu crois que c'est ce qu'on devrait faire au Québec? Bien, je pense, ou on est trop loin de ça? Puis, je pense que, tu sais, tu as des écoles où il y a en fait... juste pour mettre les gens en contexte, parce que en France, c'est matin et le midi. Ouais. Pour tous les enfants, c'est l'État qui gère ça. Donc, tu n'as pas besoin de préparer ta boîte à lunch, rien. C'est donné à une entreprise privée qui va le gérer avec une profitabilité attendue ou une subvention, ou subventionné. S'il n'y a pas de profit généré, ils ne s'attendent pas à faire ça sans profit, c'est sûr. Non. Moi, je pense qu'il y a deux choses. Pour les parents et ceux qui sont capables de se le payer, c'est-à-dire toutes les écoles privées qui veulent mettre en place une formule X de services alimentaires, on est dans un libre marché, là. Je ne vais pas empêcher qu'il y ait des services alimentaires, que ce soit comme Passe à Ramarque ou tous les traiteurs privés qui peuvent offrir leurs services à des écoles. Tant mieux s'ils sont capables d'y arriver puis d'avoir un modèle. Moi, je te parle vraiment des enfants, des parents qui n'ont pas d'argent pour payer et que des fois, le secteur privé est réfractaire à embarquer. Et donc, si le privé n'est pas prêt à faire sa part pour offrir un repas à un enfant avec une subvention de l'État sans profit, sans prendre de profit, bien, je m'excuse, mais ça marche pas. Fait que tu n'auras pas le droit à la subvention, puis on va rentrer un organisme communautaire qui va lui offrir. Ce que ça fait dans des situations comme ça, c'est que ça crée de la stigmatisation. Fait qu'on veut pas de stigmatisation. Donc, ce qu'on veut, c'est que dans une école où il y a de la pauvreté puis qu'il y a un manque d'accessibilité, ben moi, je pense vraiment que la façon de le gérer, c'est en amenant un traiteur en économie sociale qui est 100% dédié à nourrir cet enfant-là sans exigence de profit parce qu'on se doit de nourrir nos enfants au Québec. Donc, moi, je pense qu'il faut valoriser l'entrepreneuriat social, valoriser l'économie sociale, puis rendre accessible ce modèle-là dans toutes les écoles où il y a de la précarité. C'est quoi l'entrepreneuriat social? L'entrepreneuriat social, c'est, dans le fond, répondre à un enjeu de société en utilisant les leviers de l'entrepreneuriat, en étant créatif, en mobilisant les ressources et en amenant les entreprises et les partenaires dans leur propre ADN à jouer un rôle complémentaire pour offrir un service à moindre coût dans un vide de services qui serait pas couvert par l'État, par exemple. Que ce soit en santé mentale, que ce soit en tutorat, que ce soit, un des bons exemples, Alloprof. Sandrine Faust a monté un modèle exceptionnel d'aide aux devoirs qui est quasi universel. Beaucoup de gens l'utilisent. Oui. C'est une entreprise sociale, Alloprof. Je savais pas. C'est une entreprise que j'admire. J'admire Sandrine. C'est toute une entrepreneur. Je regarde des capsules à toutes les semaines. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a plein des modèles comme ça. Quand on pense à faire bouger les filles à l'école, puis que l'école n'y arrive pas, ben une fille comme Claudine Labelle qui a fondé Filles Actives, ben ça aussi, c'est une entreprise sociale Filles Actives. Donc, on arrive à offrir des services pour des services publics qui sont plus offerts, qui sont pas offerts à certaines clientèles ou à certaines personnes à moindre coût en utilisant les leviers de la philanthropie, du privé et l'autogénération de revenus. Fait que nous, par exemple, à la Tablée, on a nos écoles de cuisine, puis l'été, on fait des camps de jour culinaires où les parents payent 500 quelques dollars pour une semaine de camp. C'est un camp spécialisé
On remplit en 15 minutes nos camps. On fait des camps à l'ITHQ, à Longueuil, à Québec, au Grand Marché. On a des écoles de cuisine et on génère à peu près 750 000 de revenus autonomes l'été, juste avec nos camps. Et donc, cet argent-là est réinvesti dans notre modèle d'affaires pour générer nous-mêmes nos revenus. Fait que l'Attablé génère à peu près 10 à 12 % de ses propres revenus sur un budget d'opération d'à peu près 11 millions actuellement. Fait que, tu sais, on n'attend pas après un chèque. Ça, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde parce que le kid apprend à cuisiner. Définitivement. Ça implique aussi s'initie à cet écosystème-là justement de bénévolat, d'implication sociale. Puis 40 % de marge que je fais sur mes camps l'été, voilà. Je la réinvestis dans des cours de cuisine offerts gratuitement aux écoles pendant l'année scolaire. Tu comprends? Fait que moi, je ne cherche pas à faire 40 % de profit. C'est de l'argent que j'autogénère pour moi-même réinvestir. Puis dire après à IGA, qui est mon partenaire, à Saputo, à mes autres partenaires, dire regardez, nous, on en met une portion, puis vous venez en mettre une portion, puis on travaille tous dans le même sens. C'est ça. C'est d'être un catalyseur, de mobiliser les gens, puis d'être dans l'action. D'être dans l'action, pas attendre après une subvention ou un chèque, parce des fois, on attend longtemps, je peux te le dire. Oui. Quand tu parles de Claudine avec Filles Actives, tu parles de Sandrine avec Alloprof, tu dois en connaître beaucoup des entrepreneurs sociaux. Est-ce que vous êtes tous partis, je sais que tu peux pas parler pour tout le monde, mais est-ce que tu remarques que vous êtes tous partis vraiment d'une frustration, de quelque chose que vous avez constaté dans la société qui marchait pas, qui était brisé? Puis ça a été ça, le vecteur. Fait que ça a été comme un peu de colère, injustice, ou je sais pas trop les émotions qui ont été impliquées là-dedans. Oui, puis après... sont devenus vecteurs. Oui, puis après, je pense que ce que c'est, tu sais, mettons, là, je vais parler pour moi, OK? Moi, quand ça a cliqué, il y a différentes choses qui se sont alignées, OK? J'ai rencontré Geneviève 1 an avant de faire le saut à temps plein à l'Attablé puis de prendre le premier poste de permanence, puis de changer le modèle d'un pur bénévolat à être le premier employé à l'Attablé, quitter la présidence du conseil en termes de gouvernance, puis d'être employé à l'Attablé, OK? Et ça, ce que ça prenait, c'était une pleine... Tu sais, tantôt, tu disais, est-ce que c'était mûr? Bien, être mûr, ça veut dire être conscient que tu as la vision puis que tu as la capacité, OK? Puis quand j'ai su que j'avais les deux alignés, oh my God, c'est là que j'ai foncé. Et donc, quand c'est arrivé, puis en plus que j'ai ma blonde qui me dit « Go! » Là, tu peux pas avoir mieux que ça. C'est comme, c'est le moment de le faire. Moi, quand j'ai appelé Geneviève est toute sauf, elle est comptable, avocate, fiscaliste. Elle a fait sa maîtrise en fiscalité à Sherbrooke. Elle a travaillé chez Deloitte. Ouais. Ah, OK, cool. Et Jen a travaillé chez Deloitte pendant que moi, j'étais chez Marriott à ouvrir des hôtels dans Ville-Saint-Laurent. Puis un soir, je me retrouve dans mon bureau, puis j'avais promis à Gisèle Desrochers, qui était la vice-présidente ressources humaines de la Banque nationale, à l'exécutif de la banque, qui m'avait aidé à lever des fonds avec Pierre, avec Pierre Boivin, avec plein d'autres. Puis, on avait levé des fonds pour engager quelqu'un. Mais la personne allait devenir moi parce que j'ai décidé d'arrêter le processus de mise en candidature de la coordonnatrice que je cherchais. Parce que moi, j'étais président de mon conseil, bénévole. Puis je travaillais à l'ouverture de 2 hôtels pour Marriott à Ville-Saint-Laurent. Fait que je travaillais 70 heures semaine à ouvrir des hôtels. J'étais là tout le temps. Puis j'arrivais pas à même prendre le temps d'engager cette personne-là, tu sais. Fait qu'un soir, j'étais comme, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais m'asseoir avec quelqu'un que je vais dire à qui je vais dire quoi faire quand je sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais ouvrir les hôtels, on va finir le processus d'ouverture des hôtels, je vais engager quelqu'un pour me remplacer, je vais dire à mes patrons que je quitte, je vais leur trouver la personne pour me remplacer, puis après, moi, je vais m'en aller. Fait que c'est ça qui est arrivé. J'ai appelé Jen, puis j'y ai dit, je pense que je vais quitter ma job. Ça faisait même pas un an qu'on était ensemble. Elle aurait pu même me dire, t'es fou ou n'importe quoi. Elle a dit, ben, il n'y a pas de risque, c'est le moment de le faire. Elle a dit, go, vas-y. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai rappelé Gisèle. J'ai rencontré à Banque nationale au 4e, un petit déjeuner un matin. Puis là, j'ai dit, Gisèle, j'ai arrêté le processus. Elle a dit, pourquoi? Elle dit, tu t'engages plus? J'ai dit, non, c'est moi qui prends le poste. Puis j'ai pris le poste
au salaire de coordination. Je gagnais des 6 chiffres chez Marriott avec les bonus et tout ça. Je venais de gagner le titre de directeur d'équipe des ventes de l'année pour Marriott pour l'Amérique du Nord. On revenait de San Diego avec tous nos conjointes. Tu sais, c'était la grosse affaire. Là. J'étais dans les ouvertures d'hôtels. Champagne, let's go. J'ai quitté ça. Puis j'ai vu ma feuille que j'ai signée la première fois, puis ma lettre de démission. L'autre fois, j'ai trouvé ça. Je fouillais à travers des trucs, tu sais, que j'ai écrit à ma directrice générale pour dire que je quittais pour partir la tablée. C'était quelque chose, tu sais. Puis j'ai pris un salaire de 32 000 $. Puis j'ai dit, fait que tu sais, quand tu pars une entreprise puis que tu n'es pas capable de te payer un salaire ou à peine, au début, il faut que tu fasses tes... faut que tu montres ce que tu as dans le ventre, puis il faut que tu gagnes tes... Puis c'est ça que j'ai fait. On a acheté une maison, une petite maison à Candiac après. Dans le sous-sol, je me suis acheté une troueuse, je me suis acheté une relieuse, puis j'ai fait mes propres affaires. Je faisais mes présentations, j'allais à rencontre de différentes personnes. Je me souviens, j'ai rencontré... Jean-Paul Gagné du Journal des Affaires m'invite à un moment donné à une rencontre avec les présidents d'entreprise. Il dit, viens-t'en, tu vas être ma date. Il dit, viens, c'est la soirée du gala du président de l'année ou du leader de l'année ou tout ça au Windsor. Fait que là, j'arrive là, puis là, il y a Robert Dutton, il y a Alain Bouchard, il y a Jean Coutu, tu sais, puis pour moi, je suis un entrepreneur, fait que ça c'est comme de l'énergie dans une salle pure, là, tu sais. Puis là, Jean-Paul est avec moi, puis il me présente à tout le monde, tu sais. Puis j'avais déjà rencontré Robert à un moment donné. Après ça, tout ça, tu sais, il m'avait donné un petit coup de main. Tu sais, il me croisait, tu sais. Alain Bouchard s'insère la main, tout ça. Tu sais, je suis président Jean-François, il démarre la tablée des chefs. Il veut lutter contre le gaspillage, tu sais, il me présentait vraiment bien. Puis là, à un moment donné, il y a un président d'entreprise qui m'avait dit, qui est un de mes clients chez Fairmount, puis qui était resté proche de moi, l'entrepreneur pour qui un dirigeant pour qui j'ai beaucoup de respect, qui m'avait dit, perds pas ton temps dans le secteur social, ta valeur est trop grande dans le privé, tu vas faire bien plus d'argent, puis tu vas pouvoir en redonner bien plus à la fin, parce que tu vas pouvoir peut-être présider des campagnes de centraide, tu vas pouvoir faire des trucs, puis ta portée va être beaucoup plus grande que si toi-même tu y travailles, tu sais. C'est pas un point qui est 100% bête non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui réfléchit comme ça. Je voulais le faire valider. Puis la personne avec qui je l'ai validé, c'est Jean Coutu. Qu'est-ce que tu lui as posé comme question? Il allait chercher ses bottes puis son manteau. Puis je courais, stratégiquement, comme bon vendeur, je me suis positionné à la bonne place au bon moment. Puis j'avais déjà salué dans la salle, fait qu'il y avait comme une introduction qui avait été faite. Puis là, j'ai dit, Monsieur Coutu, j'ai dit, là, je lui dis ce que cette personne-là m'avait dit. Puis il dit, moi, dans ma vie, je ne serai pas reconnu pour l'argent que j'ai ramassé ou la fortune que j'ai cumulée. Je vais être reconnu pour la santé des Québécois, avec le réseau, l'accessibilité qu'on a rendu à travers tout le Québec, du réseau de pharmacie, puis les pharmaciens et tout ça, et pour la philanthropie, la fondation qu'on a bâtie avec la famille, tout ce qu'on a redonné. C'est ça que les gens vont se rappeler. Fait qu'il dit, continue de faire ce que tu fais. Crois-tu que le lendemain midi, à côté de mon bureau à Longueuil, au restaurant chez Olivier, je dîne avec Jen. On dit, on va aller dîner demain. Juste en billet, Jean Coutu est assis là. Le lendemain. Rencontrer Jean Coutu 2 jours de suite, là, c'est quasiment impossible. Donc, c'était un signe. À date, je suis rendu à 0 jours. C'était un signe, OK? Donc, j'ai dit, j'ai pas le choix, il faut que j'aille dire bonjour, il faut que j'aille le voir, il faut que j'aille... Et là, je m'en vais vers M. Coutu. Puis là, je dis, hey, Monsieur Coutu, tout ça. Hey, salut Jean-François, comment ça va, tout ça? Il dit, écoute, j'ai repensé à tout ça. Il dit, il faut absolument que je te fasse rencontrer ma fille, Marie-Josée. Un mois plus tard, je me retrouve dans le bureau de Marie-Josée Coutu. Puis on avait une demi-heure ensemble. Puis Marie-Josée, elle tripe sur la gastronomie, puis les chefs et tout ça, fait qu'on connectait énormément là-dessus. Mais tu sais, on se connaissait pas. Son adjointe rentre, puis ni elle ni moi, on a vu le temps passer. Je suis rentré dans le bureau à 11h. Il était rendu 1h30. On n'avait pas dîné, puis on parlait encore.
Puis on aurait pu encore parler pendant une autre heure de la tablée, de tout ça, de la vision, mais de la gastronomie, de nos intérêts. Et ça a mis la base d'une relation qui dure encore, qui est exceptionnelle. On a reçu à travers le temps plus d'1 million de dollars de la Fondation Marcel Jean Coutu. Mais c'est ces morceaux-là, c'est ces briques-là dans la fondation qui sont solides en maudit. Là. Quand tu as le soutien de Jean Coutu puis de la famille Coutu. Puis après ça, tu as la famille Bombardier qui embarque, puis tu as les autres qui embarquent. Ben, tu dois faire quelque chose de correct. T'sais. Est-ce que tu crois beaucoup aux signes comme ça dans la vie? Je ne jure que par ça. Et je dis à mes équipes, si vous passez à côté d'une opportunité d'un split second, là, que vous croisez quelqu'un puis vous hésitez, il est déjà trop tard. Fait que quand il y a une occasion, saisissez-la. Saisissez-la parce que c'est ça qui fait que tu réussis, c'est ça qui fait que tu bâtis ton projet, ton rêve, peu importe c'est quoi ton rêve à toi, tu sais. Il y a plein de types d'entrepreneurs, c'est ça qui est beau, là, tu sais. Moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat social, mais je vis pas mon projet entrepreneurial différent d'un autre entrepreneur. La réalité reste... On ressent les mêmes choses, on revit les mêmes choses, on prend nos décisions, puis après, on avance, tu sais, fait que moi, c'est ça que j'adore, c'est que je croise tellement d'autres entrepreneurs qui m'aident avec de l'orge. Tu sais, là, je suis en train de parler avec Semican, je suis en train d'aller chercher 55 tonnes d'orge perlée, puis là, il m'explique comment ça fonctionne, tout ça, puis comment lui fait son rendement, puis que le meilleur prix qu'il peut me faire sans prendre de marge de profit, parce qu'il veut m'aider, c'est ça, comme ça. Fait que là, je dis, OK, si on va direct au producteur, on peut-tu peut-être impliquer le producteur? Fait que là, il dit, oui, ce serait une bonne idée. Je dis, là, moi, je pourrais aller pitcher, si tu veux, mon projet avec eux. Fait que on s'entraide, tu sais, c'est ça. C'est ça qui est le fun, je trouve. Un entrepreneur qui découvre la tablée rencontre un projet très entrepreneurial et très stimulé, tu sais, fait que je pense à Serge Gendron d'Acier AGF avec la famille Gendron, avec Maxime. Ils ont tripé là-dessus aussi, là, tu sais, ils ont aimé cet ADN entrepreneurial-là pour adresser des enjeux de société. Puis c'est comme ça qu'on va réussir à s'en sortir. Puis c'est comme ça qu'on va réussir à ce qu'il y ait un meilleur équilibre dans notre société aussi. Je tiens à te préciser que je trouve ça très beau que tu soulignes les gens qui t'aident dans ton parcours. Tu sais, comme moi, Max, c'est un ami. Fait que c'est sûr, certain que je m'en vais à Londres avec lui la semaine prochaine. C'est sûr, certain que je vais dire comme, hey, good job. Tu sais, thank God, merci. C'est ça, c'est une famille exceptionnelle. Que tu les mettes de l'avant, la famille Coutu, Bombardier et tout. Puis c'est inspirant aussi. Puis c'est généreux de ta part de leur remercier de leur générosité. Mais tu sais, je dis, ça montre qu'on a besoin de tout le monde. Moi, je dis toujours aux gens, ceux qui veulent pas faire du bénévolat ou qui veulent pas s'investir corps et âme, là, c'est, moi, je le fais à tous les jours, là, puis je comprends très bien que tu n'aies pas envie, parce que tu n'as pas envie de te coller à la détresse ou tout ça, tu veux te mettre une armure, puis c'est correct, hein? Puis j'ai dit toujours à la blague, je dis, écoute, ça prend du monde qui vont signer des chèques, là, OK? Ça en prend du monde qui vont faire le chèque puis que ça va être ça, la contribution. Il y en a d'autres que ça va être du bénévolat, il y en a d'autres que ça va être d'amener 50 personnes pour venir nous aider à repeinturer quelque chose ou à faire... Tu sais, il y a tellement de façons de s'investir, mais il y en a qui doivent signer des chèques parce qu'on a besoin d'argent pour faire ce qu'on fait. Après, là, ce qui est le plus important, c'est que c'est pas notre argent. Dans le secteur privé, c'est ton argent. Si tu génères tes revenus, c'est ton argent. Dans le secteur social, c'est pas mon argent. Ce qui fait que j'ai le plus grand respect pour chaque dollar qui m'est donné sur quel impact il va générer. Puis ça, pour moi, c'est non négociable. Fait que c'est pour ça qu'on veut...
je pense qu'il devrait y avoir une reddition de comptes un petit peu plus grande dans le secteur communautaire pour être capable d'identifier des organisations performantes qui sont capables d'adresser, mieux que d'autres, nos enjeux de société. Parce que je pense pas que personne n'est capable de me dire aujourd'hui, là, comme ils font à la bourse, là, puis qu'ils investissent, puis tout ça, puis ils savent quelles entreprises vont monter, tout ça, dans le secteur communautaire sur des enjeux de société. Il n'y a pas ce benchmarking-là, puis il devrait être en place. Moi, je pense que c'est sain. Bien, est-ce que tu peux nous l'expliquer dans ce cas-là? Comment on fait pour identifier si le retour sur investissement, par exemple, de notre d'un don qu'on va faire? Si ta mesure d'impact, c'est de nourrir des gens ou de ramener des gens en emploi, puis que tu as dit que tu allais ramener 10 personnes à l'emploi ou qui avaient perdu leur emploi, puis que là, tu leur as montré un nouveau métier, puis que tu les as réinsérés dans un nouvel emploi, puis là, ils sont autonomes, ils sont capables d'y arriver, puis que tu as besoin de faire financer la transition, puis que ça te coûte 25 000 par personne pour le faire, bien, ton rendement, ça va être d'avoir remis 10. Si tu es arrivé à 8, ne faut pas te taper ses doigts. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a toujours une façon d'expliquer pourquoi tu n'y arrives pas. Il y a des technicalités humaines. Mais le rendement, c'est qu'est-ce que tu arrives à faire. Tu sais, nous, on développe l'autonomie alimentaire chez les jeunes. Pourquoi? Parce qu'on veut développer la culture alimentaire pour que les enfants soient capables d'être autonomes puis de prendre en charge leur alimentation plus tard dans leur vie. Parce qu'à travers l'adolescence, à un moment précis, tout le programme des brigades culinaires qu'on a commencé dans 4 écoles secondaires en milieu très défavorisé jusqu'à 275 écoles aujourd'hui, là, quand même. On rejoint 5000 jeunes qui, à chaque semaine, viennent suivre des cours de cuisine dans les écoles, bien, c'est pour qu'ils soient capables de l'inflation alimentaire qui est incroyable, nourrir ta famille, te nourrir d'abord, puis nourrir ta famille, bien, que tu sois capable d'y arriver. Tu sais. Fait que pour nous, la mesure d'impact, ça va être est-ce qu'on a réussi à développer l'autonomie alimentaire sur 2-3 ans de secondaire? Est-ce qu'on lui a donné ce qu'il fallait pour que il continue à développer son autonomie à travers le temps puis qu'il soit correct, tu sais. La même chose avec les jeunes de la DPJ. Les jeunes de la DPJ qui sont institutionnalisés, qui sont nourris 3 repas par jour à partir de 9 ans puis qui quittent le milieu à 18 ans puis que là, on dit, mais maintenant, tu es autonome, débrouille-toi, mais qui n'ont jamais appris à manger, jamais géré un budget. Puis que là, la DPJ nous dit, Jean-François, est-ce que tu peux nous aider avec ça? Parce que nous, les éducateurs, sont pas capables de faire ça. Ils font plein d'autres affaires. Ils accompagnent dans toutes les autres affaires, mais en autonomie alimentaire, y aurait-tu moyen d'adapter tes cours de cuisine dans les écoles pour le rendre? Fait que là, tu te dis, OK, c'est qui les jeunes les plus à risque? Mais c'est les jeunes de PQJ, Programme Qualification des jeunes. C'est le 10 % des jeunes qui sont le plus à risque d'itinérance de toutes sortes de problématiques, qui ont décroché le milieu scolaire à plus que 50 %. Et donc, on veut essayer d'aider. Fait qu'il y a des programmes de la DPJ qui viennent aider, mais nous, on vient s'attacher à ça pour être capable de déployer des ateliers de cuisine, pour accompagner ces jeunes-là, distribuer des trousseaux aux éducateurs, aux familles d'accueil, pour vraiment briser la glace, parce qu'il y a énormément d'anxiété avant le départ à la vie adulte, à l'âge de 18 ans, quand la loi sur la protection de la jeunesse tombe. Il faut les accompagner, ces jeunes-là, tu sais. Fait que notre mesure d'impact à nous, c'est combien de jeunes on a été capables cette année d'amener à développer leur autonomie en transition vers la vie autonome pour la DPJ. Combien de portions alimentaires on a été capable de distribuer à des organismes de première ligne? Quel pourcentage de nourriture on est capable d'apporter à la première ligne? Je te donne un exemple aussi. On a fait un focus group avec des cuisiniers des plus gros organismes en itinérance à Montréal et à Rive-Sud, Rive-Nord. On avait une vingtaine d'organismes, puis on a fait 2-3 focus group comme ça. On en a fait un dans la région de Québec aussi. Puis on leur a demandé c'est quoi leur plus gros problème, tu sais. Puis beaucoup sont pas capables de donner une journée de congé à leur cuisinier. Ils arrivent pas à avoir, tu sais, comme un répit. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est que là, on construit une cuisine pour nos soupes solidaires dans les écoles pour augmenter le nombre d'écoles qu'on va pouvoir rejoindre avec les soupes solidaires, le programme en alimentation scolaire, pour la mise à l'échelle de ce programme-là. Mais en plus, on va garder des plages de production pour faire des pannes de 20 portions qu'ils vont pouvoir mettre dans leur réchaud.
pour le nombre de repas pour une journée de répit. Fait qu'on va leur donner une journée de répit, puis on va leur envoyer une journée à chaque semaine de répit pour pouvoir donner une journée de congé, avoir moins le stress d'être toujours en train de courir, puis de donner un petit peu le temps de respirer à nos gens qui sont en première ligne de la sécurité alimentaire pour les clientèles en itinérance. Fait que ça, c'est le genre d'action qu'on va mettre en place. Fait que ta mesure, c'est ça, on a nourri combien de monde? Ça, c'est sur les médias, OK? Parce que c'est technique, parce qu'on voudrait ne pas avoir à gérer ce volet-là. C'est-à-dire qu'on voudrait que les gens puissent manger par eux-mêmes. On se comprend. Mm-hmm. Ça n'arrivera pas de notre vivant. On va pas se compter de peur, là. Fait qu'entre-temps, c'est quoi ta mesure d'impact? C'est le nombre de monde que tu nourris. Puis la réduction du gaspillage alimentaire, il y a 2 impacts. Le nombre de monde nourri par la nourriture qui est achetée avant, qui nourrit des gens, mais aussi le tonnage qui n'est pas envoyé au site d'enfouissement pour réduire l'impact environnemental du gaspillage alimentaire puis du méthane, qui est très nocif pour l'environnement. J'ai envie de te poser une question. On parlait tantôt de certaines personnes qui t'ont aidé. En fait, avoir l'ampleur de la tablée des chiffres, il y a beaucoup de gens qui t'ont aidé. Comment tu t'y prends pour demander? T'sais, on a parlé tantôt de rencontrer quelqu'un au Racabot, là. Oui. Pour peut-être un peu outiller les gens, leur expliquer comment toi, tu réussis. Comment tu as appris avec les années à faire ton pitch. Je pense que la mission, par elle-même, aide énormément, mais il y a sûrement une méthodologie. Puis comment toi, tu deals avec le fait de te faire dire non? Ça, c'est drôle. Ouais, on se fait dire non. De moins en moins, mais on se fait dire non, oui. Pas mal. C'est sur ça. Non, mais c'est parce que beaucoup de gens vont me dire qu'on peut pas dire non à Jean-François. J'ai un paquet de monde qui m'agace avec ça, ou mes coprésidents d'honneur d'un grand tablé dans les 5 dernières années ont dit « Vous le savez, vous connaissez Jean-François, on peut pas dire non à Jean-François. » Ben non, on peut pas dire non à Jean-François parce que Jean-François, il arrive avec son authenticité, un track record qui est prouvé, qu'on a livré la marchandise, puis une passion, puis un engagement de livrer la marchandise. Puis les gens, là, sont tannés, ils veulent ça. Ils veulent que les choses se règlent, ils veulent apporter du... Fait que si tu es capable de leur démontrer, puis que tu prends un risque, hein, parce que si tu livres pas la marchandise, ben là, tu perds ta chance. Puis la prochaine fois, ben c'est sûr que tu vas te faire dire non. Mais si tu es capable de démontrer que qu'est-ce que tu dis, tu vas le faire, puis que tu le fais, ben moi, je pense que c'est ça qui va différencier un oui d'un non. Puis je te dirais, la première fois, il y en a des gens qui t'observent puis qui vont t'analyser. Puis c'est correct. Moi, j'ai des gens que ça a pris 2-3 ans à aller retourner les voir, puis à les garder dans mon giron, dans mon environnement. Puis à un moment donné, là, il rentre dans le club, puis il vient s'impliquer, puis il y a toujours une porte d'entrée. Fait qu'est-ce que en fait, on dit pas non à Jean-François, parce que Jean-François, même s'il entend non, il continue de revenir jusqu'à temps qu'il y a un oui. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. OK. Ça, c'est sûr. Si je sais ce que je veux, puis ce que je veux, c'est je vais trouver une façon de puis à un moment donné, il y a des limites. Il y a des limites. C'est comme là, avec l'orge, il y a des limites. Il faut comprendre qu'à un moment donné, il va falloir en payer une partie de la facture. Mais ça veut pas dire que quelqu'un pourrait pas venir payer la facture. Mais j'ai fait l'exercice. Fait que si j'arrive à une fondation, puis je dis, écoutez, j'ai convaincu un producteur de baisser ses prix, j'ai convaincu un emballeur, puis un distributeur de pas prendre de marge de profit, puis l'orge
au marché, il est 350 pièces la tonne. On paye l'orge 150 pièces la tonne ou 200 pièces la tonne. On en a besoin de 55 tonnes. Ça s'en va en distribution de soupe sèche dans des sacs pour les banques alimentaires. L'exercice est fait, là. Il n'y a pas de perte. Tu sais, tantôt, je te parlais de briser les silos pour rendre la nourriture accessible aux organismes communautaires. Bien, il faut arriver à créer cette... tu sais, puis si j'avais un projet à partir, puis là, j'ai encore... Tu sais, je te l'ai dit, j'ai 10 ans devant moi à continuer de travailler sur le modèle de la tablée puis de le pousser là où je pense qu'il doit être en travaillant sur ma sortie. C'est-à-dire que moi, sur les 10 prochaines années, j'aimerais ça que la tablée ait plus besoin de Jean-François Archambault. Et en transition, j'aimerais ça faire du coaching d'entrepreneurs sociaux qui démarrent leurs projets ou qui ont des petits goulots, là. Puis peut-être travailler sur ce modèle-là de distribution sociale. Parce que chaque fois que je le revois, ça me revient. Puis là, je suis comme, si j'avais du temps, je le ferais. Quand, tu disais tantôt que faut savoir livrer la marchandise, mais d'un autre côté, et puis en fait, il n'y a pas de mais. Il faut savoir livrer la marchandise, mais d'un autre côté, ton objectif est tellement ambitieux. Comment tu réussis à le rendre concret dans un plan 1 an, mettons? Parce que côtoyer, tu sais, être impliqué dans ce milieu-là, ça doit te donner envie des fois de casser des affaires, là, parce que tu dois avoir des choses qui peuvent être très frustrantes. Fait que de se dire, OK, on va être... Les frustrations, ils viennent quand tu vas trop vite. Quand tu vas trop vite. Fait que c'est genre, moi, je suis en avant, tu sais, puis si tu cours, mettons, là, tu sais, puis tu t'en vas du peloton, là, puis tu t'en vas en avant, là, ben t'es tout seul en avant. T'es tout seul. Fait que t'as beau dire qu'est-ce que tu veux, puis exprimer qu'est-ce que tu veux, qui t'entend? Qui te voit? Personne. Fait que si t'es trop en avant de ton équipe, puis que tu rêves un peu trop, puis que tu veux pousser la machine un peu trop, ben à un moment donné, tu vas tomber, puis ça marchera pas. Fait que pour moi, toutes les fois où j'ai eu cette réalité-là dans des activités de financement que j'ai lancées qui ont ramassé aucun argent, dans des ambitions de dire on va être dans 30 écoles, puis finalement, j'ai la blague de mon équipe pendant longtemps, c'est comme, je disais toujours, on était dans 10 écoles ou 20 écoles. Je disais, on va être dans 200 écoles. Puis je le disais à chaque année, mais je l'ai dit pendant 5 ou 6 ans. Tu sais, puis là, mettons, l'équipe disait, oui, on le sait, on va être dans 200 écoles. Tu sais, c'est comme, mais ça arrivait jamais. Tu sais. Ben là, on est dans 275 écoles. Mais il a fallu qu'à un moment donné, je reste proche de mon équipe, puis que je bâtisse mon équipe, puis que je sois en symbiose avec mon équipe pour vraiment rester connecté sur le terrain, pas perdre cette connaissance-là qui nous permet de dire, OK, là, je vais aller chercher des partenaires, j'ai besoin de ça, puis que les besoins viennent de l'équipe. Fait que dire, OK, cette année, c'est quoi notre capacité? Fait que, tu sais, de comprendre, OK, même si on voulait être dans 50 écoles, techniquement, humainement, on peut pas demander ça à l'équipe. C'est 30 écoles. Plus que ça, là, ça marchera pas. On va pas le faire comme il faut, puis on livrera pas la marchandise, tu comprends? Fait que il faut pas partir trop loin en avant, il faut rester proche. Des fois, on va en avant, mais on le sait qu'on peut ralentir puis ramener l'équipe. C'est ce dosage-là qui est difficile pour quelqu'un qui est ambitieux ou qui a la capacité je peux aller chercher de l'argent, mais si je vais chercher de l'argent puis que j'arrive pas sur le terrain à livrer, puis que les gens sont plus là, je vais être tout seul. Je serai pas capable de livrer. Fait que ça sert à rien. Fait que j'ai appris à ralentir mon ambition puis mon rythme à un bon dosage qui permet une meilleure exécution. Ouais. Ouais. On a parlé de l'entrepreneuriat social. J'ai envie de te demander,
C'est quoi la différence entre, par exemple, être une coordo marketing chez LG2, admettons, puis une coordo marketing dans un milieu, une application sociale? Le sens de redonner à la collectivité, de te connecter sur de l'impact social, d'avoir un sens j'ai le sense of purpose, là, mais tu sais, comme une raison d'être, tu sais, que beaucoup de gens recherchent. C'est fou comment il y a des gens qui m'écrivent puis qui me font des candidatures spontanées. Sur LinkedIn, je reçois plein de candidatures spontanées. Je travaille chez Hydro-Québec ou chez Truc, puis je rêve de rentrer dans votre équipe. J'en ai beaucoup de ça. Les gens, là, ils ont besoin de sentir qu'ils contribuent à quelque chose. Puis, sais-tu quoi? Si les entreprises le réalisaient là, dans le privé, là, il y aurait beaucoup plus d'entrepreneurs et il y aurait beaucoup plus de choses qui pourraient se passer à même les entreprises sans que ces gens-là aient quitté leur organisation. Si les entrepreneurs ou les dirigeants étaient capables de bien comprendre l'implication bénévole ou la vocation sociale ou la responsabilité sociale, qu'ils l'intégraient de façon beaucoup plus transcendante dans leur organisation, puis qui étaient beaucoup plus à l'écoute du terrain, puis que c'était pas juste comme on va faire des activités de bénévolat. Voici notre programme d'engagement dans la collectivité sur 3 volets, puis après ça, on lance ça à nos équipes. Et il faut que ça vienne d'en dessous. Il faut qu'il y ait quelque chose de... Puis il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont compris puis qui améliorent cet aspect-là en ce moment. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, mais il y a encore énormément de travail à faire pour que les employés ressentent vraiment les valeurs de l'organisation et les valeurs sociales de l'organisation, l'impact de l'entreprise dans sa collectivité. Fait que toi, ça augmente la rétention. Ta théorie, c'est que, par exemple, là, comme tu as nommé Hydro-Québec, on va prendre Hydro-Québec, là, mais que, par exemple, Hydro-Québec aurait, puis je sais pas s'ils le font ou pas, mais que les gens, leur purpose pourrait être un petit peu plus accompli, même si, mettons, tu travailles pour Hydro-Québec. Là, j'aime pas ça de targeter une entreprise en tant que telle. Là. Mais, d'ailleurs, on récupère les surplus alimentaires de Manic 5. Fait qu'ils font déjà leur part. Mais parfait. Ce que je veux dire, c'est il y a beaucoup... En France, là, en ce moment, là, avec la tablée des chefs, parce que le modèle de la tablée des chefs existe en France, il y a beaucoup de mécénat d'entreprises. Fait que des entreprises qui libèrent des cadres pour 1 année ou 2 années en fin de carrière pour aller aider des organisations sociales à structurer mieux leur organisation, leur administration. Tu sais, il y a tellement de cas où le projet social est parti d'une travailleuse sociale qui travaillait très, très bien sur le terrain, aidait vraiment bien avec le service qu'elle offrait, mettons, à la clientèle qu'elle desservait. Puis là, tout d'un coup, il a fallu qu'elle se mette à lever des fonds. Il a fallu qu'elle se mette à faire de l'administration. Il a fallu qu'elle se mette à faire de la comptabilité. Tout d'un coup, elle a engagé quelqu'un pour faire le travail social qu'elle faisait avant, puis elle est devenue directrice générale de l'organisme communautaire ou est devenue directrice administrative. Elle répond à son conseil d'administration. Et là, ça crée... tu sais, fait que... pourquoi cette personne-là n'aurait pas pu rester dans son organisation, mais devenir directrice clinique ou continuer d'offrir les services, puis d'avoir vraiment... Fait que je pense que moi, je soumets aussi l'idée de dire, au lieu de faire un service militaire, là, après l'envolée de X7 hier avec ses militaires, là, moi, je trouve ça... moi, je pense on devrait faire du service social. Moi, je pense que tous les gens qui terminent l'université devraient avoir 1 année où ils sont rémunérés à un taux qui est fixé par l'État, là, mais où ils doivent aller travailler pour un organisme communautaire, peu importe le secteur dans lequel. Et ils font 1 an de stage social pour redonner et aider les organisations, ce qui apporterait énormément de la structure que je te parlais, améliorer la reddition de comptes, réaligner les organisations, travailler sur une structure de génération de revenus autonomes. Moi, je pense que notre secteur social s'en porterait vraiment mieux. Est-ce que tu as la statistique de combien de gens s'impliquent bénévolement au Québec? J'ai pas la stat. Moi, je peux te dire à la tablée des chefs, là, ça représente 3 employés à temps plein, le bénévolat. C'est 350. On a 350 bénévoles à la tablée. Okay.
qui s'impliquent à travers l'année, surtout dans nos écoles de cuisine, à préparer des repas pour la communauté, les soupes solidaires, tout ça. Ils vont venir dans nos événements, ils vont s'impliquer de différentes façons. Beaucoup de personnes aînées. Et 350 bénévoles qui représentent, là, sur le nombre d'heures qu'ils donnent dans l'année, 3 employés à temps plein que je pourrais pas me payer financièrement. Là, t'sais. Fait que c'est précieux, là. C'est vraiment précieux. Je pose la question parce que j'écoutais un balado justement hier et c'était un balado d'entrepreneurs et justement les entrepreneurs, ils parlaient que très rapidement dans leur vie, ils avaient été impliqués dans des chartes de commerce, puis là, lever des fonds, des trucs comme ça. Et c'est quelque chose qu'on est quand même très sollicité en tant qu'entrepreneur, en tant que président d'entreprise. Et moi, je le remarque dans mon cercle d'amis, parce que ce sont clairement pas tous mes amis qui sont des entrepreneurs, l'engagement est quand même... l'engagement social, je trouve qu'il est un petit peu plus élevé si, justement, quand tu arrives dans des positions de leadership, parce que, justement, c'est toi qu'on sollicite directement pour lever des fonds, pour débloquer des fonds, des trucs comme ça. Comment on fait? Tu as parlé en organisation, qu'on peut peut-être aider plus à l'implanter, mais pour les gens qui sont à la maison, qui nous écoutent, soit qui veulent s'impliquer à la table des chefs ou dans un autre organisme, qu'on leur a peut-être réveillé, on a peut-être réveillé une petite passion, là, une petite flamme de se dire, OK, mais moi aussi, comment je fais pour contribuer? Comment on fait en tant que citoyen? On se tourne vers où? Toi, ce que tu suggérais, c'est de trouver sa cause, sa passion et ainsi de suite, ou de regarder autour de nous? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut s'impliquer? Ben, je pense que, tu sais, on a tous un lieu où on vit, tu sais, soit une ville ou un quartier, tout ça, dans lequel on vit. Ça commence là, tu sais. Notre quartier, est-ce qu'il se porte bien? Est-ce que dans notre quartier, il y a des gens qui sont dans le besoin? Est-ce que ces gens-là ont besoin de quoi, tu sais? Fait qu'il y a différentes choses qui peuvent être adressées à ce niveau-là. À la ville, si vous allez voir à la ville, il y a des ressources qui sont en accompagnement communautaire qui peuvent diriger vers des organismes communautaires dans votre quartier ou dans leur quartier qui auront besoin de bénévoles ou d'aide, puis qui recrutent régulièrement des bénévoles. Après, chaque personne a peut-être vécu des choses, troubles alimentaires, différentes choses, santé mentale, différents aides aux devoirs, tout ça. Et là, peut-être qu'à la bibliothèque du quartier, il y a de l'aide aux devoirs, puis tu y vas un soir semaine, puis là, la mère vient porter les enfants, puis là, tu sais, il y a différentes façons de s'investir. Je pense en fonction des intérêts, parce que je pense que ça doit être quelque chose qui... Mais une des choses qu'on voit beaucoup, c'est briser, surtout sur les personnes aînées, c'est briser l'isolement. C'est fou comment moi j'adore aller à Québec dans nos écoles de cuisine pour voir l'esprit de ce groupe-là là, qui se côtoie là, parce qu'ils viennent faire de la soupe, ils viennent faire des repas, puis c'est trippant de voir ça. Parce que le monsieur, il serait tout seul chez lui, il a perdu sa femme, là, il côtoie d'autres dames qui sont là, puis d'autres messieurs, puis là, ils viennent, puis ils sont drôles, là. C'est vraiment le fun de voir ça. Fait que, tu sais, à différents âges, les enfants aussi peuvent s'impliquer, tu sais, il y a différentes activités qui peuvent se faire. Je pense que ça doit être quelque chose qui est relié à soit quelque chose que tu as vécu. Si tu as vécu de l'insécurité alimentaire, peut-être tu vas vouloir t'impliquer en dépannage alimentaire ou un truc comme ça, tu sais. Puis, je pense que c'est à la base le désir de le faire. Après, c'est où? Ben, je pense que ça commence dans ton quartier. Puis après, ben, peut-être que c'est au bureau. Si c'est pas dans ton quartier, ben, c'est peut-être avec l'entreprise. L'entreprise pour laquelle tu travailles valorise peut-être des heures de bénévolat ou d'engagement, a peut-être des causes à te suggérer ou à suggérer. Fait qu'aux ressources humaines ou je pense que ça peut être une façon de le faire. Puis tu sais, une des choses qu'on réalise pas, puis c'est Marc-André Despins qui m'avait éveillé là-dessus à un moment donné. J'ai en 2007, je pense en 2007, j'ai gagné Jeune leader socialement responsable au Gala Arista, à l'époque. Puis
Marc-André Despins, qui était président de Norampac à l'époque, il m'invite dans son bureau à Saint-Bruno. Puis là, moi, j'arrive, puis je commence à récupérer les surplus alimentaires, puis j'ai une super belle brochure. Vraiment, je suis fier, tu sais, comme on l'a fait avec une agence qui nous a fourni du temps gratuit, puis ça, puis on l'a fait imprimer. Puis j'arrive avec ça, puis là, il faut que je fasse un pitch de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, tout ça. Puis là, je donne ça, puis là, je donne la brochure. Elle est super belle, la brochure. Puis là, il est assis, puis là, moi, je me prépare mon pitch. J'étais un peu nerveux. Je fais mon pitch. Puis là, il m'écoute pas, tu sais. Il est assis dans sa chaise. Puis là, il prend ma brochure. Puis là, il est en train de jouer avec le coin. Comme ça, avec ses ongles. Puis là, il prend le truc à deux. Puis là, il fait ça comme ça. Il déchire la brochure en deux. Pourquoi? Là, sérieux, là, t'es dans un pitch de vente, là, total déstabilisé, là. Là, je le regarde, là, puis je suis comme, OK, là, il faut que j'attende de voir ce qu'il va me dire. C'est quoi son prochain move? Fait que là, il dit, ça, c'est laminé. Il dit, c'est plastifié. Il dit, ça se recycle pas. Il dit, sais-tu qu'est-ce qu'on fait, nous, ici, chez Cascade? Il dit, on recycle, puis c'est dans notre ADN. Fait qu'il dit, c'est qui t'imprime ça? Ces brochures-là. Je dis, un imprimeur qu'on a fait, tu sais, Il dit, non. Il dit, moi, là, il dit, je t'écoute, là. Il dit, si tu veux être cohérent, là, tu récupères de la nourriture, tu luttes contre le gaspillage alimentaire, tu es dans le même cycle que nous avec le recyclage et la revalorisation. Tu peux pas plastifier tes brochures quand tu arrives pour faire une présentation. Il faut que tu ailles du papier 100% recyclé. Puis nous, c'est ça qu'on fait ici. Fait qu'on va te faire tes brochures, on va t'imprimer tes brochures. Tu vas utiliser le carton de carton de Cascade pour faire imprimer tes... Tu comprends? Fait que là, c'était comme, OK, mec, là, il va m'aider. Là, tu sais, mais en même temps... Puis là, après, il m'a dit, t'as le choix de ramasser de l'argent puis de lancer des chiffres ou t'as le choix de prendre ton budget, tes dépenses, puis de regarder toutes tes postes de dépenses. Mettons que tu donnes des cours de cuisine, bien, tu as de la bouffe. Qui peut t'aider avec la bouffe? Bien, un épicier peut t'aider. Fait que ça te prend un partenaire épicier. Après, tu as un poste d'entreposage parce que tu loues un espace d'entreposage pour entreposer des affaires. Bien, il y a des gens qui ont... C'est ça qu'ils font dans la vie, des entrepôts. Peut-être qu'ils peuvent te prêter 3-4 espaces de palettes, puis ça ne te coûtera plus 5 000 $ pour louer un 10 par 10 ou un 10 par 20, tu sais. Fait qu'il m'avait vraiment comme éduqué sur regarder mes partenariats, pas juste comme des dons ou de l'argent, mais comme aussi regarder l'ensemble de mes postes de dépenses pour essayer d'aller trouver un partenaire qui allait soit aider avec un levier pour faire baisser les dépenses ou complètement absorber les dépenses. Puis ce que ça a fait, c'est qu'après Cascade, on a approché Carrousel, qui est dans les emballages alimentaires, la famille Jalbert, Brigitte, puis Michel Bourassa. Puis nous, tous les contenants de récupération, les contenants d'aluminium qu'on utilise pour les hôtels, on a 350 établissements. Bien, c'est tout Carrousel qui distribue ça gratuitement. On a besoin d'avoir 3 caisses au Marriott à Yorkville. Bien, Carrousel ship 3 caisses de contenants d'aluminium à Yorkville au Marriott. Puis chances are, c'est leur client. Fait qu'ils le mettent dans le camion, puis ils rajoutent la commande de la tablée, puis ça leur coûte pas beaucoup plus cher, tu sais. Fait que c'est leur façon de s'investir. En plus, ils nous prêtent une centaine d'espaces de palettes en dry, là, gratuitement. Fait que c'est ça aussi quand tu te mets à regarder, OK, oui, j'ai 10 millions de budget d'opération, mais avec toute l'expression des partenaires, on serait à 15 millions si on avait à payer pour tout ce qu'on se fait offrir en levier comme ça depuis cette rencontre-là avec Marc-André Despins, wow, qui m'avait ouvert complètement l'esprit. Puis je l'ai recroisé au Grand Prix cet été. Il travaille avec Alfred maintenant, là. Puis il est sur le conseil d'administration d'Alfred. Puis il dit « Hey, j'ai entendu dire que tu racontes encore cette histoire-là. » Christy, elle était au début de l'aventure. Moi, j'ai quitté Marriott en 2005-2006, quand j'ai signé le Centre Bell avec Pierre. Fait que Pierre Boivin, très marquant parce que ça m'a donné la confiance que si j'ai le Centre Bell, je peux avoir n'importe qui. Puis après, Marc-André, dire « OK, là, tes dépenses, ça. » Fait qu'aller chercher de développer des partenaires qui vont devenir des partenaires et qui vont rester avec toi parce que t'es dans leur ADN, tu sais. Fait que c'était très précieux comme conseil. Wow. Jean-François,
Quel plaisir de t'avoir entendu, de t'avoir découvert, d'avoir la chance de te faire découvrir. On espère à le plus de gens possible. Moi, pendant les 2-3... Ça fait 2-3 minutes là, que je me dis peut-être que... Comment on fait, mettons... Tu sais, les gens qui sont aux alentours de Montréal, ben, peu importe, on veut aider, on veut venir faire des heures de bénévolat chez vous. On va sur le site web. Oui, la première étape, c'est d'aller remplir le formulaire d'engagement comme bénévole. Puis après, les gens reçoivent une infolette. Puis là, on envoie les besoins en bénévolat. Puis c'est géolocalisé. Fait que si on a quelqu'un de Shawinigan on a besoin d'une aide dans une école, par exemple, pour accompagner les brigades. On a besoin d'un parent qui a besoin d'accompagner notre programme des brigades et tout ça. C'est comme ça qu'on bâtit notre réseau de bénévoles. Puis après ça, on envoie des offres de bénévolat. Puis là, les gens, s'ils sont disponibles, ben, ils acceptent les offres de bénévolat. Par exemple, tout l'été, on a été sur les festivals. Je parlais du Parc Jean-Drapeau tantôt. Mais on a besoin des équipes de bénévoles pour aller récupérer les surplus sur les événements de l'été. Fait que l'été prochain, on va être en recrutement de petites brigades de bénévoles pour venir nous aider avec nos équipes à mettre en place la récup sur tous les événements. J'adore. Est-ce qu'il y a des... mettons là, on est au mois d'octobre. Est-ce qu'il y a des initiatives spéciales pour Noël, pour le temps des fêtes? Nos coffrets solidaires, en ce moment, c'est les entreprises peuvent acheter des coffrets. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris plein d'affaires qu'on a récupérées, des légumes, des trucs qu'on s'est fait donner par des agriculteurs avec Courchaine-Larose qui nous a donné des choses. Puis on a créé un coffret avec des produits qui sont des bulles solidaires qu'on a travaillé avec la sonde. Puis on a fait un coffret avec un livre de recettes, tout ça, pour offrir en cadeau, comme cadeau corporatif. Mais dans le fond, c'est un coffret solidaire de la tablée des chefs que vous offrez aux gens, puis 100% des profits sont réinvestis dans nos programmes. Fait qu'encore là, c'est un modèle d'économie sociale. Fait que si les gens ont des cadeaux corporatifs à faire, c'est $100 le coffret. Ça vaut 150 facilement. Puis c'est des beaux produits qui sont faits avec nos chefs, puis que les gens vont être sûrement très contents de recevoir. Fait que vous pouvez les trouver sur notre site Internet, puis les gens peuvent en acheter, puis on les livre partout à travers le Québec. Et pour les gens qui aimeraient te contacter, on passe par... Les gens peuvent me contacter à travers LinkedIn, peuvent me contacter à travers le site de la tablée. Puis mon adresse courriel est là, puis j'invite les gens à me contacter s'ils ont des questions ou veulent en savoir encore plus. Ouais. S'ils veulent t'aider, s'ils veulent s'impliquer. Ouais. Ce fut un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci de l'invitation. Merci pour ta passion. Merci pour ce que tu fais pour le Québec. C'est magnifique. Merci. Et je te souhaite de continuer ce beau courage-là. Quel homme, quelle belle gang qui doit t'entourer à la tablée des chefs. Oui, vraiment, je suis très chanceux. Hey, à la tablée, on a je pense, sur 72 employés aujourd'hui, là, on a peut-être 8 gars. Le reste, c'est toutes des filles. Bon. Oui, comme à la maison. À méditer. Un gars. Bien, merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve... dans 3 jours, parce que maintenant, on est diffusé 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Donc, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Jean-François. Merci.